Alors, bonsoir. Merci pour votre présence. Je cherche la caméra. Caméra, il y en a une là. Ouais, OK. Et Anne, Oui. bonsoir. Mais on te voit à ta caméra sur l'ordi, donc on te voit très bien. Ah, aussi. OK. Bon, ben c'est parfait. On va Bonsoir. vous regarder. Excellent. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, on commence à l'heure là, pour ceux et celles qui sont déjà présents. Alors, c'est une soirée en mode hybride. Alors, nous avons 2, 4, 6, 7 personnes en salle et 8 personnes en ligne. Alors, mon nom est Anne Pelletier et je suis conseillère en consultation publique. Ça me fait plaisir d'animer cette soirée en formule hybride. Je suis accompagnée pour ce mode hybride par ma collègue Christina Boussica. Les personnes en salle, vous ne la voyez pas, mais elle est vraiment là sur le mode Zoom et elle va s'assurer là, de la bonne gestion là, de l'atelier qui aura lieu pour les personnes en ligne. Alors, je vous fais la mention que la séance est enregistrée et elle sera mise sur le site web. Christina pourra le mettre dans le chat, l'outil de conversation, l'endroit où vous pourrez retrouver l'enregistrement dès demain, ainsi que la présentation là, qui va être faite ce soir. Par contre, je vous informe que la séance de l'atelier qui va avoir lieu durant la soirée n'est pas enregistrée, de même que les ateliers qui sont en présentiel. Alors ça, ce n'est pas enregistré. Donc, seulement la plénière et l'introduction. Alors, sans plus tarder, je vous présente les personnes qui nous accompagnent ce soir. D'abord, nous avons M. Pierre-Luc Lachance, qui est membre du comité exécutif, responsable des transports, mobilité et circulation. Bonsoir. Il est accompagné par Mme Jackie Smith, qui est conseillère municipale du district de Limoilou, que vous connaissez. Bonsoir. Monsieur Claude Villeneuve est absent ce soir. Il voulait vous laisser ce mot d'excuse en disant qu'il ne pouvait pas être présent ce soir, mais qu'il allait prendre le temps de lire et de consulter vos commentaires là, concernant le projet et qu'il vous invitait à profiter pleinement de la soirée pour émettre vos commentaires, suggestions et enjeux. Au niveau de la présence pour ce soir en salle, nous avons d'abord Mme Karine Chalifou, qui est conseillère en architecture du paysage. Bonsoir. Elle est accompagnée de M. Jérôme Nadeau, merci, ingénieur, et M. David O'Brien, directeur de projet mobilité à la direction générale. Vous avez aussi en ligne 2, 3 professionnels qui sont là aussi pour vous écouter. Là, vous allez trouver qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels dans la salle. Ils vont écouter l'enregistrement dès demain. Alors, soyez bien assurés que ce que vous allez dire, écrire va être écouté attentivement. Au niveau des invitations, là, vous dites, on n'est pas beaucoup en salle, on n'est pas beaucoup en ligne, et pourtant, on a fait une distribution de 2200 portes. Alors, c'est un petit carton que vous avez peut-être reçu à votre porte. Ensuite, on a fait un envoi à la liste d'abonnés, alors que ce soit du conseil d'arrondissement de la cité Limoilou, que ce soit aussi les personnes qui étaient intéressées par le projet. On avait déjà une liste de diffusion. Naturellement, le conseil de quartier, votre conseil d'administration de conseil de quartier, votre SDC également, dont le représentant, M. Claveau, est là ce soir. Merci. On a fait aussi un communiqué de presse et naturellement, sur la page de participation publique, nous étions en vedette dans les projets. Au niveau du rappel de la démarche, vous avez peut-être participé à notre questionnaire en ligne qui a eu lieu du 12 décembre 2023 au 14 janvier 2024. Alors, c'est un questionnaire qui, somme toute, posait des questions dont vous verrez une partie des résultats ce soir. Et avant de passer le mot de bienvenue à M. Lachance, d'abord, le déroulement est assez simple. Il va y avoir la présentation de Karine Chalifou. Ensuite de ça, on va vous laisser un moment en atelier pour que vous puissiez répondre aux questions.
et discuter entre vous. Et par la suite, on aura la plénière où ce sera la mise en commun et des deux tables, ou d'une table, là, vous verrez ce que vous préférez, et ainsi que le groupe en ligne. Alors, on pourra entendre les gens en ligne et les gens en salle. Vous pourrez vous partager vos informations. Et je vous informe aussi que on n'a pas de période de questions ce soir. On est vraiment au stade préliminaire. On est en amont. Alors, notre idée, c'est que vos questions deviennent vos préoccupations, vos enjeux. Alors, si durant la présentation, il y a des choses qui s'en viennent, bien, écrivez-les déjà sur les feuilles, n'hésitez pas. Tout va être ramassé à la fin. C'est vraiment tout ça, ça va faire un intrant qui va alimenter la réflexion des professionnels pour vous présenter plus tard là, le résultat. Un dernier mot avant de passer la parole à M. Lachance. S'il y a des journalistes en ligne ou en salle, je n'en vois pas en salle, mais en ligne, si vous voulez participer en tant que citoyen, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez participer en tant que journaliste, on va vous demander de prendre des notes qu'à la plénière, puisque les séances ne sont pas enregistrées. Là, alors, les citoyens ne s'attendent pas à être pris en note durant l'atelier participatif. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à M. Lachance. Merci beaucoup, Anne. Merci, Jackie, d'être avec nous ce soir. Bon, une soirée intime en personne, un peu plus de participants à distance, mais un grand projet qui s'en vient pour débuter la mise en place de corridors Vélocité. Donc, on a toujours dit que le premier corridor Vélocité allait permettre de relier Charlesbourg au centre-ville. Aujourd'hui, on vient vous parler d'une section de ce corridor Vélocité-là qui va être critique pour assurer le développement du reste du plan de match des corridors Vélocité. Si ça vous intéresse, je vous invite à rester à l'affût dans les prochains temps. On travaille fort avec les équipes pour pas juste que ce soit un corridor isolé, ce qui vous est présenté ce soir. On a vraiment un travail de réseau à faire. On a pris des notes, disons, de comment le réseau cyclable s'était développé depuis les années 80 à la Ville de Québec. C'était souvent par petits bouts. On a une approche qui est très différente ce soir, mais il faut commencer à quelque part et on commence par ce magnifique corridor Vélocité entre Charlesbourg et le centre-ville, dont la discussion aujourd'hui portera particulièrement sur la partie dans les Moilous. Les scénarios vont vous être présentés par Karine, du bon travail qui a été fait par les équipes, mais du travail qui a encore besoin de votre participation pour être complétée. Il faut dire que je tiens à lever mon chapeau à la mobilisation qu'il y a eu pour la participation du sondage. C'est pas loin de 400 participants qui ont participé au sondage, donc un beau taux de participation. Disons, ça donne bon espoir pour la suite des participations comme ça et on continue la discussion avec vous ce soir, donc merci d'y contribuer. Il y a combien de questions, peut-être pour Anne, pour les réponses, normalement, pour un sondage, c'est combien de personnes qui répondent? Ça varie, mais considérant là, le secteur qui était touché, là, on était à près de 400, 380 quelques. C'est un bon taux de participation. Puis le questionnaire était quand même assez long. Alors, 300 quelques réponses complètes, là, c'est bien. OK. Merci. Alors, sans plus tarder, on commence avec la présentation, puis après, je vous inviterai aux consignes de l'atelier. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Donc, nous allons faire une présentation dont le plan est suivant. Rapidement, donc, on va débuter par une mise en contexte que je vais faire. Par la suite, Karine va poursuivre avec un retour sur les concepts de corridor Vélocité, réexpliquer un peu ce qui est à l'arrière du projet des corridors et de la façon dont ils sont conçus. On va revenir sur le questionnaire en ligne. On va faire un résumé de l'ensemble des réponses qu'on a reçues. On va descendre dans le détail des scénarios là, ce soir, donc, qui sont scrutés pour le tronçon 4, donc le tronçon du Vieux-Limoilou. Et évidemment, par la suite, la période d'échange et les prochaines étapes. Donc, peut-être pour débuter, là, donc, de mon côté, la mise en contexte, vous le savez, M. Lachance l'a bien mentionné, les corridors Vélocité, c'est une composante importante là, qui découle de la vision de la mobilité active de la Ville, qui est un outil de planification là, que la Ville a lancé en septembre 2022. Cette vision-là, elle ne sort pas de nulle part. Il y a eu des consultations en amont pendant 2 ans, donc de 2020 à 2022. Et une des actions de la vision de la mobilité active, rappelons-le, c'est la mise en place des corridors Vélocité. Donc, on avait comme mandat, là, en lien avec la vision, de planifier, concevoir et réaliser des infrastructures utilitaires à haut niveau de service pour la pratique du vélo.
Donc, c'est ce qui a mené à la naissance des corridors Vélocité. Plus récemment, en décembre 2023, on tient à le rappeler, on a annoncé donc la ville, le tracé retenu pour le corridor Vélocité Charlesbourg-Centreville, donc qui est le premier grand corridor, qui est composé de 6 tronçons et qui seront réalisés et mis en service progressivement entre 2024, donc on va commencer cette année, jusqu'en 2026. Et il y a eu évidemment le lancement des questionnaires en ligne là, dont on parle, dont on va faire le bilan ce soir. Concrètement, là, ce qu'on a annoncé en décembre, là, puis je vais vous le décliner. Là, voici donc le tracé que vous voyez à l'écran du corridor Vélocité Charlesbourg-Centreville. On débute donc dans le secteur de Charlesbourg avec 2 antennes. Donc, le premier tronçon qui va être réalisé dès 2024, c'est l'antenne Charlesbourg-Ouest. Donc, on part de la 76e, on descend donc sur la 3e avenue Ouest. Et par la suite, on va utiliser là, la 52e pour se rendre jusqu'à la 4e. Donc, vous voyez là, ce qui est en pointillé, là, notre choix là, se fixe plutôt sur la 52e pour le tracé. Il y a une autre antenne, l'antenne S, que vous voyez également, donc qui est le tronçon 2, celle-là qui est prévue à être réalisée en 2025, donc qui part de la 79e, et qui descend jusqu'au corridor des cheminots et par la suite qui va rejoindre donc le même tracé là, à la hauteur de la 52e rue là, sur la 4e avenue. Le tronçon 3, donc le tronçon principal, plusieurs d'entre vous le connaissez. Donc, il a déjà été mis en place là, de façon évolutive cette année, en 2023. Donc, au cours de la dernière année, ça a été un de nos projets qui a pris naissance l'été dernier, donc entre la 52e et la 22e rue. Donc, c'est un projet, évidemment, qui va être bonifié encore cette année et qui va être transformé en projet permanent en 2 phases, en 2025 et en 2026. Donc, c'est un tronçon déjà connu à l'époque pour lequel il y avait évidemment déjà eu des questionnaires. Donc, la 52e et la 22e rue. Par la suite, donc, en descendant vers le sud, bien là, on arrive au tronçon 4 qui fait l'objet de la rencontre ce soir. Donc, où on vient évidemment vous entendre sur 2 variantes, donc soit la 4e avenue ou la 3e avenue. Donc, entre la 22e, hein, on le voit au nord, et jusqu'au chemin de la Canardière au sud, donc dans le secteur du Vieux-Limoilou. Il y a un autre tronçon par la suite qui est le tronçon 5, donc la portion plus sud de la 3e avenue. C'est un projet qui est prévu en 2025 pour lequel, évidemment, il y aura un autre processus de participation publique, on va y revenir, entre donc le chemin de la Canardière et la rue Prince-Édouard. Et un dernier tronçon, le tronçon 6, donc dans le secteur Saint-Roch, là, sur la rue du Pont, entre Prince-Édouard et Saint-Vallier-Est, qui est un projet qu'on vise à mettre en place là, dès 2024 de façon évolutive. Donc, vous voyez, du nord au sud, c'est un grand corridor qui permet de relier de façon efficace là, le secteur de Charlesbourg au centre-ville. Je vous le mentionnais, on le voit de façon un petit peu plus rapprochée sur cette carte-ci. Donc, évidemment, ce soir, on va vous entendre sur le choix à faire entre prioriser la 4e avenue ou la 3e avenue. Et ce qu'on souhaite, c'est obtenir vos commentaires et vous entendre sur le choix du scénario à privilégier en fonction des avantages et des inconvénients généraux. Et on est en amont du travail de conception. Alors, ce soir, tout ce qu'on va avoir comme commentaire, ça va nous servir, ça va servir à nos équipes à aller à la planche à dessin, être capable de revenir présenter un concept en fonction de ce que vous allez nous exprimer ce soir comme commentaire. Évidemment, je l'ai mentionné là, il y a quelques instants, l'analyse préliminaire est en cours pour le tronçon 5. Donc, de notre côté, on réfléchit à diverses choses au plan technique, au plan de la fonctionnalité, de la faisabilité. Et ça, on va revenir vous voir donc pour ce tronçon-là plus tard cette année là, dans le cadre d'un autre processus qui est complètement distinct. Donc, je cède la parole à ma collègue Karine pour vous expliquer ce que c'est en soi un corridor Vélocité. Merci. Alors, bonsoir, merci d'être là. On va faire un petit retour sur la terminologie, juste pour qu'on parte sur le même pied d'égalité puis que tout le monde ait le même vocabulaire pour l'atelier de participation. Donc, qu'est-ce qu'un CVC? C'est un corridor Vélocité. Donc, c'est les initiales qu'on utilise, là, c'est notre acronyme qu'on utilise dans notre langage. C'est un corridor qui fait partie d'un réseau structurant pour des déplacements à vélo plus performants. C'est un corridor Vélocité, c'est un corridor qui est une voie qui est sécurisée pour les cyclistes, qui permet de repartager la voie publique.
puis qui permet aussi de diminuer les conflits entre les différents modes de transport, donc entre les piétons, entre les cyclistes et entre les voitures, parce que chacun a son corridor ou son espace dédié. C'est des aménagements qui sont inspirés des meilleures pratiques dans le monde, donc on n'invente pas la roue, mais on vient vraiment repartager la circulation et ça permet d'accueillir un nombre élevé de cyclistes. Les paramètres pour pouvoir qualifier un lien cyclable de corridor vélocité, bien, ça prend certains critères. Une des choses, c'est que la largeur est suffisante pour permettre 2 vélos de circuler côte à côte, soit pour dépasser un cycliste plus lent quand on a un cycliste qui est plus rapide, ou même pour permettre l'accompagnement. Quand un parent veut accompagner son enfant à l'école, c'est un bon exemple de accompagnement sur une piste cyclable, sur un corridor. Les corridors vélocité aussi ont une identité visuelle qui est forte et distincte. On les reconnaît facilement et ils sont signalisés. Ils ont des jalonnements, donc des panneaux de circulation et d'identification qui nous permettent de les reconnaître à travers la ville. Ce sont des pistes qui sont généralement séparées de la circulation automobile, comme on le disait tout à l'heure pour la sécurisation, puis que chacun ait son espace dédié dans l'emprise publique. La conception, donc, on permet un entretien hivernal, donc on réfléchit à des largeurs suffisantes pour permettre à nos véhicules d'entretien d'aller les déneiger, d'aller enlever les feuilles à l'automne, de les entretenir adéquatement. Ils permettent un accès rapide et efficace aux principaux lieux d'activité. Donc, souvent, on va les retrouver le long d'institutions d'enseignement, de commerce ou bien de centres de loisirs. Ce sont des exemples de lieux d'activité qu'on peut desservir par des corridors vélocité. Puis, au niveau de la conception, il y a une programmation des feux de circulation aussi qui est adaptée aux besoins des transports actifs. Pour qui et pourquoi on fait des corridors vélocité à la Ville de Québec? Bien, c'est pour tous les types de cyclistes. Il y a des études qui démontrent qu'il y a juste un 4 à 7 de cyclistes chevronnés qui vont se sentir confortables de circuler dans la même chaussée qu'un véhicule automobile. Et les corridors vélocité, eux, tendent et veulent rejoindre l'ensemble de la population cycliste, donc jusqu'aux 51 à 56 des cyclistes qui préfèrent être sur pistes séparées. Donc, on veut rejoindre les enfants, les adultes, les aînés, les cyclistes occasionnels ou les plus chevronnés. Et pourquoi on réalise? Bien, on a parmi les raisons qui font qu'on a ces grandes orientations, c'est entre autres pour améliorer la santé de tous les citoyens. On sait que si on utilise le vélo au lieu d'utiliser la voiture, bien, il y a des gaz à effet de serre qui ne seront pas émis. Donc, on vient améliorer la qualité de l'air dans nos environnements et nos quartiers. Ça permet de bouger aussi, donc on bénéficie là, des effets positifs sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Ça offre des infrastructures à nos citoyens, à des gens qui ne font pas le pas d'utiliser leur vélo en ce moment, justement parce que les infrastructures ne sont pas là, puis ils ne se sentent pas confortables d'utiliser une chaussée puis de partager la chaussée avec un automobiliste. Puis, on en profite quand on réalise des corridors vélocité pour améliorer l'urbanisme puis repartager l'espace. Donc, ça nous donne des opportunités de réaménager des espaces à une échelle plus humaine puis de venir aussi rejoindre d'autres orientations que la ville, que ce soit des orientations concernant la sécurité routière, la plantation, la végétalisation, le développement économique. Donc, on vient aussi retravailler les milieux de vie dans leur ensemble. Un petit mot sur ce qui est un aménagement évolutif et un aménagement permanent, parce qu'on en parle, puis ça va être important dans le reste de la présentation. Quand on parle d'aménagement évolutif à la Ville de Québec, c'est des aménagements qu'on réalise de manière rapide, sans réaliser de travaux majeurs. Donc, on vient essentiellement intervenir sur du marquage, sur l'installation de balises flexibles. On va retravailler des réaménagements géométriques simples. Puis c'est un peu l'exemple de ce qu'on a vu apparaître sur le chemin Sainte-Foy en 2023 avec la photo que vous voyez dans le haut de l'écran. Ou ce qu'on a vu aussi sur la 4e avenue où on a mis à niveau la piste cyclable existante dans la portion au nord de la 22e rue. Quand on parle d'aménagement permanent, par contre, là, on va venir réaliser des travaux de plus grande envergure. On va venir travailler tout l'aménagement de surface, puis c'est même l'occasion, à certains égards, de revenir travailler le souterrain quand on a des enjeux, par exemple, de conduite d'aqueduc, d'égouts, on va en profiter, puis on va faire des aménagements en profondeur.
Puis là, dans ce moment-là, on en profite, on peut aller de l'avant et traiter d'autres enjeux que la mobilité active, mais aussi le transport en commun, travailler la sécurité routière, l'architecture du paysage, le drainage, le déneigement. On va aussi réfléchir à la gestion des matières résiduelles. Fait que ce sont des exemples de tout ce qu'on vient bonifier quand on vient réaliser un aménagement permanent. Fait que ça, là, c'est la pelle puis la pépine dans la rue pour pouvoir faire nos interventions. Là, on va faire un petit retour sur le questionnaire en ligne avant de vous poser les deux scénarios de trajet. On a mis en lumière là, certains éléments statistiques du questionnaire. Donc, Mme Smith posait la question, là, on avait 363 répondants, dont 71 résidents qui habitent soit sur la 4e avenue ou la 3e avenue. Le questionnaire a été en ligne là, entre décembre et janvier, en décembre 2023 et janvier 2024. Il y avait 36 questions, donc c'était quand même un questionnaire assez long qui incluait aussi les questions sociodémographiques, là, quand on parle de 36 questions. Il y avait certaines questions qui avaient des choix de réponse et d'autres qui étaient des questions ouvertes. Puis il y avait vraiment une question spécifique qui a été posée sur le choix de scénario préféré. Donc, parmi d'autres informations concernant le profil des répondants, on avait 64 des répondants qui habitaient à proximité. Donc, même si on a dit tout à l'heure qu'il y avait 71 résidents sur les rues, on a quand même été rejoindre une bonne partie des gens qui habitent le quartier avec un 64 il y a 19 donc presque une personne sur 5 qui n'a pas de voiture qui a répondu au questionnaire, parmi ceux qui ont répondu au questionnaire, puis 70 qui ont un seul véhicule. Puis les modes de transport actifs étaient très présents pendant la saison estivale, autant chez l'ensemble des répondants que ceux qui habitent sur une des rues touchées par les scénarios. On avait fait une question dans le questionnaire qui concernait les priorités de réaménagement. Indépendamment du fait qu'on implantait ou pas un corridor vélocité, quels étaient les éléments qui étaient le plus importants ou prioritaires pour eux en termes de réaménagement? Puis on constate que soit dans l'ensemble des répondants ou des résidents des rues, là, les deux premiers choix s'intervertissent. Il faut faire attention ici, là, les couleurs ne représentent pas les éléments, mais le vert est celui le plus haut. Là. Mais si on regarde dans le détail, l'apaisement de la circulation était la priorité pour les résidents des rues. L'ensemble des répondants, c'était leur deuxième priorité. Puis la sécurisation des intersections était la priorité pour l'ensemble des répondants, mais la deuxième priorité pour les résidents des rues. Fait qu'on a quand même les mêmes priorités, que ce soit sur l'ensemble des répondants du questionnaire ou spécifiquement sur ceux qui habitent les rues touchées par les scénarios. Puis au troisième point, là, arrivait là, le verdissement. Il y avait 5 choix de réponse dans cette question-là, donc ceux pour lesquels c'était le moins important, c'était soit la mise en place de cafés-terrasses ou l'élargissement des trottoirs, ce n'est pas ressorti aussi fort. Ensuite, on a posé la question, et pour la 4e avenue et pour la 3e avenue, quels seraient les compromis convenables advenant le cas où on implantait un corridor vélocité sur l'avenue en question? Ici, à l'écran, on a les réponses de la 4e avenue pour l'implantation sur la 4e avenue. Puis, on constate là, que l'abattage des arbres n'est pas du tout bien reçu si on avait un compromis à faire sur des aménagements à réaliser sur la 4e avenue. Puis, le retrait de stationnement des deux côtés de la rue n'est pas non plus très populaire. Là. On a un 30 qui est ouvert à l'idée, mais ça signifie là, que la majorité est plutôt défavorable à ça. Par contre, quand on regarde la mise en place d'un sens unique ou le retrait d'une voie de circulation automobile, bien, on est dans l'ordre de la moitié des répondants au sondage là, qui étaient plutôt favorables ou favorables. Puis, le compromis qui recevait le plus d'ouverture était le retrait du stationnement d'un côté de la rue. Quand on compare ou on regarde la même question sur la 3e avenue, on constate que c'est vraiment similaire avec l'abattage des arbres qui n'est pas du tout bien reçu. Le retrait du stationnement des deux côtés de la rue, qui est la 3e ligne, qui est toujours dans l'ordre d'un petit peu plus que 30 Puis, ce qui reçoit le plus d'ouverture, c'est vraiment le retrait d'une voie de circulation automobile, la mise en place d'un sens unique ou le retrait de stationnement d'un côté de la rue.
Sur la question de la 3e avenue, il y avait un choix de réponse supplémentaire qui était le retrait des gonflements de trottoirs. Puis ça, c'est particulier à l'aménagement de la 3e avenue parce que sur la 3e avenue, il y a des élargissements de trottoirs aux intersections. Fait qu'on voulait sonder cette question-là. Fait qu'on vous l'a mis à l'écran aussi pour vous présenter les résultats concernant ce point-là. Donc, on y arrive. On va parler des scénarios 1 et 2, les scénarios sur la 4e avenue, puis les scénarios sur la 3e avenue. Donc, en fonction d'analyse scientifique, il y a 2 scénarios qui nous permettent de répondre aux forts potentiels cyclables du secteur. Donc, c'est pour ça que ce soir, ce qu'on regarde, c'est vraiment la 4e avenue du nord au sud, là, de la 4e avenue à partir de la 22e rue, puis qui emprunte le chemin de la Canardière pour se rabattre sur la 3e avenue, ou bien toujours du nord au sud via Benoît XV, l'emprunt de la 3e avenue jusqu'au chemin de la Canardière, jusqu'à l'intersection de la 6e rue. L'aménagement d'un CVC dans une rue existante, c'est aussi un petit point qu'on trouvait important à mentionner. Hein. Dans le quartier du Vieux-Limoilou, on va travailler dans une rue existante, que ce soit la 4e avenue ou la 3e avenue. Puis, on est limité par des largeurs définies qui sont existantes parce qu'on est dans un cadre bâti. Fait qu'il faut faire des choix d'aménagement en fonction de l'emprise qui est disponible. Un des premiers postulats, une des premières choses qu'on a pris en compte quand on a réfléchi un peu à un scénario de trajet sur la 3e ou la 4e, c'était vraiment d'éviter d'aller en arrière des trottoirs existants pour garder les arbres qui sont en place. Parce qu'on sait que dès qu'on va jouer en arrière des trottoirs puis qu'on tombe dans le mou, là, dans le gazon, bien là, on va travailler dans les racines des arbres puis ça peut mettre leur survie en péril. En fonction et à la lumière des sondages, des questionnaires, des résultats aux questionnaires qu'on avait, bien, on sait que c'est sensible puis on ne souhaite pas non plus abattre des arbres inutilement. Donc, ça a été la prise de position qu'on a fait. Fait que considérant cette emprise-là qui est de l'arrière-trottoir à l'arrière-trottoir de l'autre côté, il y a 2 options qui se présentent. Pour implanter le lien cyclable puis conserver les 2 sens de circulation automobile, bien, il faut envisager de retirer les stationnements des 2 côtés de la rue. On a un exemple là, sur la photo là, qui exprime bien, c'est comme si on imaginait que les 2 allées de stationnement qui sont là sont remplacées par des corridors vélocité. Ça, dans le questionnaire, comme on vous les a présentés dans les diapositives précédentes, c'était non acceptable. L'autre option qui se présente à nous pour implanter le lien cyclable puis permettre le stationnement, bien, il faut envisager d'implanter un sens unique pour récupérer de l'espace. Puis ça semblait plus acceptable dans les questionnaires. La mise en place d'un sens unique, ça peut permettre, comme on le voit dans la coupe schématique du haut, en tronçon, le maintien du stationnement, puis aux intersections, le maintien des gonflements de trottoirs pour améliorer la sécurité et la visibilité des piétons. Comme on le voit aussi, ça permet d'implanter les arrêts d'autobus pour le transport en commun. Puis, ça offre des opportunités de verdir, ce qui était la 3e priorité d'aménagement, toujours selon le questionnaire. On tient aussi à vous dire, avec les démarches qu'on a faites puis les analyses qu'on continue de faire à l'interne, là, que peu importe l'axe privilégié, l'implantation d'un corridor vélocité va être réfléchie de façon à maintenir l'accès automobile au quartier. Donc, on y arrive au scénario. Le scénario 1, 4e avenue et Canardière. Rapidement, le contexte actuel sommaire, hein, ce n'est pas exhaustif, mais pour donner un petit portrait de la situation. On est en présence de parcours de transport en commun, soit le 3A, le 19, le 28, le 36 et le 936. C'est une rue où on a des stationnements des 2 côtés en ce moment. On est dans un terrain plat, donc il n'y a pas de relief, on n'est pas en milieu accidenté. Au nord de la 18e rue, on a une présence d'arbres qui est plus importante, comme on le voit dans l'image, dans la photo du bas. Puis, on est à proximité de l'artère commerciale de la 3e avenue. Puis, on emprunte une partie de l'avenue de la Canardière, du chemin de la Canardière, qui, lui, est considéré comme une artère commerciale dans le secteur. Puis, on est à proximité d'écoles primaires, secondaires et du cégep de Limoilou.
Donc, on vous présente un scénario, sens unique et stationnement en tronçon. Je tiens à préciser, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, qu'on a pris le parti de vous présenter cet exemple-là, mais ce n'est pas une conception qui est définitive et arrêtée. Ça fait partie de la réflexion qu'on a eue avec les données préliminaires du sondage ou du questionnaire. Puis on veut aussi vous entendre jaser là-dessus à vos tables aujourd'hui, mais plus sur le trajet et non pas sur le scénario. Ici, on a les avantages généraux d'utiliser la 4e avenue comme trajet. Je vais les défiler avec vous. Soyez patients, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire ça assez court. Puis, vous allez voir, là, quand on va parler du scénario 2, il y a des avantages qui se rapportent de l'un comme de l'autre, fait qu'on va pouvoir aller un petit peu plus vite sur les avantages de la 3e avenue. Donc, de manière générale, d'implanter un corridor vélocité, ça permet en aménagement permanent, hein, on a parlé d'évolutif puis de permanent. Donc, en aménagement permanent, ça permet de revenir travailler l'ensemble de la configuration de la rue pour élargir les trottoirs, pour apaiser la circulation automobile, notamment la vitesse, qui était vraiment un enjeu qui a été soulevé dans le questionnaire sur la 4e avenue, puis qu'on a aussi été validé là, dans nos analyses. Les vitesses pratiquées sont définitivement plus élevées que sur la 3e avenue. Ça nous donne l'opportunité d'avoir un impact sur les enjeux de sécurité routière, un impact significatif en venant ajouter une meilleure visibilité des piétons, notamment aux intersections, puis d'ajouter des traverses piétonnes aux endroits opportuns. Ça nous donne aussi, ça nous permet de travailler les sites accidentogènes de la stratégie de sécurité routière. Il y a, entre autres, là, à l'intersection de la 18e rue, c'est documenté. Ça nous donne aussi l'occasion d'améliorer la cohabitation des piétons et des cyclistes en, comme on le mentionnait, là, réservant des espaces dédiés à chacun de ces usagers-là. Sur la 4e avenue, il n'y a pas de gonflement piéton et refuge piéton, fait que ça nous permet d'en aménager de nouveaux. Donc, en aménageant des nouveaux gonflements et refuges piétons, là, on revient à un des avantages qu'on a présenté un petit peu plus haut en parlant de visibilité piétonne. En ayant des gonflements de trottoirs puis de refuges piétons, on permet une meilleure visibilité aux intersections. Comme je le mentionnais aussi tout à l'heure, on maintient l'accès automobile au quartier. On peut aussi traiter adéquatement la cohabitation auto et cycliste. On maintient le couvert des arbres existants par le parti qu'on a pris de ne pas aller en arrière-trottoir. Puis ça nous donne aussi l'opportunité de verdir, comme on l'avait vu dans la petite coupe schématique, là, où aux intersections, là, on peut utiliser l'espace qui est en ce moment illustré comme du stationnement dans la petite coupe schématique pour venir planter des arbres. Ça a moins d'impact sur les activités et événements de la 3e avenue que de venir utiliser la 4e avenue. Donc, c'est un avantage pour la 4e avenue que d'implanter le corridor vélocité sur la 4e avenue dans ce scénario-là. Pour les commerces qui sont sur la 4e avenue, les débarcadères et la livraison sont possibles directement sur l'avenue en raison du sens unique. Le stationnement peut être utilisé à certains moments dans la journée ou selon différentes modalités pour pouvoir les utiliser comme débarcadères et livraison. Ça donne l'opportunité d'aménager des terrasses. C'est aussi, quand on le voyait dans l'ensemble du tracé que vous a présenté David, le trajet le plus direct et le plus court par rapport à l'implantation au nord et au sud. Puis, ça permet aussi d'implanter un aménagement évolutif. Donc, on vous a présenté un scénario potentiel d'un aménagement permanent, mais sur la 4e avenue, on peut venir implanter un aménagement évolutif rapidement. Les inconvénients, parce qu'il y en a quand même, l'accès au commerce de la 3e avenue est moins direct pour les cyclistes. Le détour cycliste va être nécessaire aussi lors de la fermeture de la place Limouloise parce qu'il y a quand même des activités où il y a des fermetures de rue qui sont occasionnelles. Puis, ça signifie de modifier les tracés de certains parcours du RTC. Donc, il faut travailler aussi de concert avec ça puis réfléchir à ça adéquatement. Scénario 2 maintenant. Donc, on va présenter le contexte actuel.
Donc, de la même façon, il y a la présence de parcours du transport en commun aussi, le 19, le 36 et le 936 au sud de la 11e rue. Il y a des bandes cyclables existantes en ce moment, mais elles sont sous standard, puis elles sont en chaussée désignée. Fait que ce qu'on appelle en chaussée désignée, c'est vraiment une piste qui est au même niveau, au même endroit que les voitures. Puis, dans le cas de la 3e avenue, il n'y a pas de protection physique qui sépare les cyclistes des automobilistes. C'est le marquage au sol qui désigne l'endroit où doit se tenir le cycliste dans la chaussée. Il y a des stationnements des deux côtés de la rue sur la 3e avenue. Il y a des terrasses sur trottoir, des fois sur rue en période estivale. Il y a des fermetures périodiques et ponctuelles de la rue pour événements. On est dans un terrain aussi relativement plat, pas accidenté. Puis de la même façon que sur la 4e avenue, la présence d'arbres est plus importante au nord de la 18e rue. On change un peu de caractère à cet endroit-là. Par contre, on se trouve vraiment directement sur l'artère commerciale par rapport au scénario 1 tout à l'heure où on mentionnait qu'on était plutôt à proximité. Puis c'est le même contexte concernant les écoles primaires, secondaires et le cégep. Là, on se trouve à proximité. Tu veux intervenir, Jérôme? Juste une petite précision concernant la chaussée désignée. Les bandes cyclables sont au sud de la 18e rue, puis la chaussée désignée est uniquement au nord de la 18e rue là, jusqu'à la 22e, sur Benoît 15. Merci pour la précision. On finit par se perdre avec la terminologie. Donc, la 3e avenue a aussi des avantages, comporte aussi des inconvénients, fait qu'on va les défiler ici. De la même façon que d'aménager un corridor vélocité sur la 4e avenue en permanent, si on le fait sur la 3e avenue en permanent, ben, on a les mêmes opportunités d'élargir les trottoirs, d'apaiser la circulation automobile, notamment la vitesse. Par contre, l'impact est moins significatif sur la 3e avenue parce qu'il y a moins d'enjeux de vitesse. Il y en a quand même un peu, puis on peut l'améliorer, mais l'impact est moins significatif à terme quand on aménage un corridor vélocité sur la 3e avenue. Si on aménage un corridor vélocité sur la 3e avenue. On a l'opportunité d'avoir un impact sur les enjeux de sécurité routière. C'est mentionné modéré ici juste pour préciser parce qu'effectivement, il y a déjà des gonflements de trottoirs, fait qu'il y a déjà des endroits où les piétons sont plus visibles, mais ça nous permettrait de le prolonger sur l'ensemble du tronçon à réaliser. Ça permet de travailler les sites accidentogènes de la stratégie de sécurité routière. Et si l'enjeu qui est ciblé et nommé dans la stratégie, c'est la 12e rue. Nous permet l'aménagement de nouveaux gonflements et refuges piétons, le maintien de l'accès automobile au quartier. Donc, je ne les réexplique pas, c'est similaire à ce qu'on a vu sur la 4e avenue. Ça permet de traiter adéquatement la cohabitation auto et cycliste. Ça permet la mise à niveau de la bande cyclable existante parce que, comme je le mentionnais, elle est sous standard. On maintient le couvert des arbres existants en restant entre les trottoirs et en n'intervenant pas en arrière-trottoir. Ça offre la possibilité de verdissement. Les débarcadères et la livraison restent possibles directement sur l'avenue dans les stationnements. Et ça donne accès au commerce de la 3e avenue plus directement à vélo et ça donne l'opportunité aussi d'aménager des terrasses. Je fais juste une petite précision, un petit descriptif de la coupe schématique qui est montrée. Effectivement, sur la 3e avenue, c'est possible de conserver du stationnement des deux côtés, même à certains endroits, dans l'analyse rapide qu'on a pu faire. Comme expliqué, la conception n'est pas définie, détaillée, mais on l'a regardé assez minutieusement pour nous assurer là, de pouvoir répondre à ce genre de questions-là ce soir. Concernant les inconvénients, par contre, ben, ça a plus d'impact sur les activités et événements qui ont lieu sur la 3e avenue. Donc, les détours cyclistes seraient récurrents dans le cas où on implanterait un corridor sur la 3e avenue. Même si on peut améliorer la cohabitation des piétons et cyclistes, ça reste plus difficile parce qu'il peut se faire de la traversée intempestive, là, ce qu'on appelle du jaywalking, juste par la nature du milieu. On sait que ce n'est pas ce qui est privilégié, ce n'est pas légal, mais par la nature de la rue, on sait que c'est des choses qui arrivent, fait que ça reste des choses à garder en tête là, au niveau des inconvénients. La cohabitation auto
et cyclistes aussi est un peu plus difficile parce qu'avec la nature de la rue qui est commerciale, il y a un plus haut taux de roulement des stationnements. Donc, les voitures se stationnent et repartent plus souvent que sur la 4e avenue. Fait que ça fait une interaction avec un cycliste qui est plus fréquente. Sur le tronçon à l'étude en ce moment, il y a une voie de virage à gauche vers la 18e rue. Ça nécessiterait le retrait de cette voie de virage à gauche-là. Il y a une modification effectivement aussi au tracé des parcours du RTC. Donc, c'est un inconvénient ou c'est quelque chose à garder en tête dans les 2 scénarios. Puis sur la 3e avenue, en raison de la façon dont elle est configurée en ce moment, c'est-à-dire que si on la regarde comment elle est actuellement, on a un trottoir, un stationnement, une piste cyclable, une voie automobile. Puis là, on fait un miroir de l'autre côté, une voie automobile, une piste cyclable, un stationnement, puis un trottoir. On doit intervertir par les pratiques puis la conception qui se fait là, de manière, puis toutes les études qui ont été faites là, au niveau international, il faut intervertir le stationnement et le cycliste pour que les voitures restent en centre de chaussée, les usagers moyennement vulnérables que sont les cyclistes restent entre les plus vulnérables que sont les piétons et les automobilistes. Donc, en faisant ça, si on change de place le stationnement et la piste cyclable, quand on arrive aux intersections, là où il y avait du stationnement, il y a des gonflements de trottoirs, donc on ne peut pas passer la piste cyclable. Fait que ça nous oblige à faire un aménagement permanent dès le jour 1 si le choix qui est retenu est le choix de la 3e avenue. On veut être tout à fait transparent. Donc, dans le questionnaire qu'on a fait aux 363 répondants, on a demandé le choix de scénario qui était préféré. Puis, l'ensemble des répondants, comme les résidents de la rue, ont choisi ou préfèrent le scénario de la 4e avenue. Donc, dans l'ordre de 55 pour l'ensemble des répondants, 58 pour les résidents d'une des rues des scénarios. Parmi les choix de réponse, il n'y avait aucune de ces réponses aussi. Fait que c'est quand même important de le mentionner, là, 10 dans l'ensemble des répondants aucune de ces réponses, 6 pour l'ensemble des répondants, puis 6 aussi, donc similaire pour les gens qui résident sur la rue. Les raisons qui ont été évoquées, là, juste pour compléter, là, donc ceux qui choisissaient le scénario 1 de la 4e avenue là, ont mentionné, entre autres, que la largeur permettait de faire des aménagements de qualité. Vous voyez en parenthèse le nombre de mentions là, c'était une question ouverte, donc on a regroupé les questions, les réponses là, avec les réponses les plus similaires. Ça permet de répondre aux enjeux de sécurité de la 4e avenue. C'était un lien plus direct et avec une plus grande fluidité vélo. Étant donné qu'il y a moins de commerce, va-et-vient, autopiétons, camions, moins besoin en stationnement. Moins de circulation automobile sur la 4e avenue, donc moins de conflits, pas d'événements ou de rues piétonnes, puis les opportunités de verdissement. Ceux qui ont choisi le scénario 2 de la 3e avenue ont mentionné que ça leur permettait d'accéder au commerce plus facilement, que les habitudes sont déjà prises parce qu'il existe un lien cyclable existant en ce moment et le trajet est déjà emprunté. Ça donne l'opportunité d'aménager la rue à une échelle plus humaine. C'est un lien direct vers le centre-ville. C'est plus loin du lien de la 8e avenue, donc ce qu'on interprète là, c'est qu'il y a une meilleure répartition de la desserte à l'intérieur du quartier. Puis, étant donné que c'est une piste cyclable qui doit être mise à niveau de toute façon, c'était une opportunité pour eux, puis c'est pour ça qu'ils choisissaient le scénario 2. On est rendu à l'atelier d'échange participatif. Est-ce que je te repasse la parole, Anne, ou je mets la question à l'écran? Oui, tu peux mettre la question, c'est parfait. Puis je vais juste mentionner les consignes. C'est très simple, on est en atelier participatif, on n'est pas en la séance d'information. Je vois que des personnes m'ont posé des questions dans l'outil de discussion. Je vous invite à prendre vos questions et les inscrire là, sur... en fait, vos questions sont des choix du scénario 1 ou du scénario 2. Alors, je vous invite à les inscrire sur la feuille ou à les prendre ou à les mentionner lors de l'atelier pour les gens qui sont en ligne.
Merci. Alors, la question est très simple. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimez moins des deux scénarios présentés? Alors, on parle d'avantages, inconvénients, les enjeux ou vos questionnements aussi. Ah, je m'interroge sur. Alors, je vous invite à tout marquer, tout cela. On se donne environ peut-être une trentaine de minutes. Là. Je vois qu'en ligne, ils sont à peu près une quinzaine et on est un peu moins en salle. Alors, je pense que 30 minutes devrait suffire. Si on voit qu'il manque de temps, là, on pourra allonger. Là, je vais rester attentive à Christina qui est en ligne là, pour gérer tout ce monde-là. Alors, je te laisserai faire, Christina, je te laisserai partir avec ton groupe. Puis les gens savent, si vous voulez vous mettre soit ensemble ou soit faire deux tables à votre convenance, il n'y a pas de souci. Alors, on s'en voit tout à l'heure pour la plénière. Puis, si vous avez une personne qui veut prendre le flambeau pour être le porte-parole lors de la plénière, alors la personne pourrait prendre des notes et représenter le groupe là, à la plénière parce que les gens en ligne vont vouloir entendre ce que vous avez dit. Puis les gens en salle, les gens en ligne vont vouloir entendre également c'est quoi vos conclusions ou qu'est-ce que vous pensez. Alors, au plaisir. Parfait. Merci, Anne. Alors, je prends le contrôle dorénavant. Je vais. Juste un moment, on n'a pas le son. 2 secondes, je vais réactiver le son. Ou peut-être parce qu'on ne vous entend pas, Anne, en ligne. Donc, oui, là, je pense que ça devrait marcher. Oui. OK, super. Alors, on va demander à la table ici à droite de faire un court rappel là, de ce qui a été dit. Peut-être se mettre au micro pour qu'on puisse vous entendre parce que sinon, en ligne, ils ne vous entendront pas. On ne vous verra pas beaucoup. De toute façon, ce n'est pas un souci, là, mais au moins, on vous entend. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ce qui a été discuté dans les éléments sur la table, dans ce qu'on aimait beaucoup du choix de la 4e avenue, ça faisait assez consensus parmi tout le monde qu'on préférait largement cette option-là au scénario 3e avenue. Donc, il y avait en premier lieu ce que ça permettrait de sécurisation des déplacements pour les piétons et pour les cyclistes, notamment vu la présence d'écoles primaires, la vitesse de la circulation automobile dans la rue a été mentionnée plusieurs fois avec des enjeux de sécurité. Amener un aménagement comme celui-ci pourrait permettre de sécuriser les déplacements pour plusieurs usagers de la route plus vulnérables. On appréciait beaucoup notamment le fait que la 4e avenue aussi soit un lien plus direct avec le reste de connexion du corridor, mais aussi le fait que en n'enlevant pas, en considérant qu'on n'enlève pas les liens cyclables sur la 3e avenue et sur la 8e rue qui sont déjà existants, ça permettait l'élaboration peut-être d'un corridor qui soit rapide parce qu'on en comprend bien qu'un corridor vélocité marche beaucoup aussi avec le vélo partage et donc avec la proximité des vélos qui sont des vélos à assistance électrique, donc qui vont plus rapidement qu'un vélo régulier. Ça permet de tracer généralement relativement rapidement. Puis c'est bien, on trouvait bien d'avoir un corridor qui soit large, pas trop achalandé, notamment où il n'y ait pas trop de passages pour avoir un corridor qui soit rapide, justement, qui soit presque comme vraiment une autoroute à vélo, qui jonxe deux corridors plus lents, comme celui de la 3e avenue ou de la 8e avenue, où il va y avoir la proximité du cégep, pour voir les commerces, les gens s'arrêtent, peuvent déposer leur vélo, peuvent rouler plus lentement et ça va probablement plaire aussi potentiellement plusieurs profils de cyclistes différents, rapides, lents, sans compter toute la question après ça je ne sais pas comment se fait intégrer nécessairement les autres modes de mobilité légers comme les vélos-roues ou les trottinettes électriques. C'est un débat en soi. On appréciait beaucoup de la 4e avenue aussi le fait que ces aménagements-là amèneraient davantage de verdissement. Déjà qu'il y en a plus sur la 4e avenue, ce qui est un bon point aussi pour les cyclistes. Là. Il n'y a pas besoin de créer davantage d'ombrage. Il y a déjà des beaux arbres matures dans cet endroit-là. Dans l'ensemble, est-ce que j'oublie des choses de ce qu'on a aimé? Ça a l'air d'aller. Ce qu'on n'aimait pas de ce segment-là, peut-être, ça a été mentionné peut-être d'abord, mais il y a effectivement une école primaire avec la présence de passage potentiellement de jeunes enfants. On l'a mentionné, c'est potentiellement un corridor qui va aller assez vite, surtout avec les vélos. Les gens tendent à aller assez rapidement, ce qui est une bonne chose, mais ce qui peut poser des enjeux. Donc, potentiellement prévoir dans les aménagements peut-être, je ne sais pas, des dos d'âne ou des éléments ou des passages peut-être plus sécurisés pour faciliter la traverse de jeunes enfants ou leur visibilité pour éviter la présence d'accidents.
On aimait moins aussi le fait que, comme le passage passe par Canardière, Canardière est un axe de circulation assez fort, notamment pour des camions de marchandises, qui est assez peu plaisant à cohabiter habituellement pour des cyclistes, surtout pour un gros volume de cyclistes, si jamais ça attire l'affluence nécessaire. Et il y a aussi le fait qu'il y a une intersection en étoile à 5 branches dans cet environnement-là qui est pas particulièrement plaisante déjà à traverser pour un piéton ou un cycliste normal parce que ça arrive dans tous les sens, mais si en plus on amène un gros volume de cyclistes avec probablement des gens qui vont prendre des chances, on augmente aussi potentiellement le risque d'accident. Donc, potentiellement réfléchir à des aménagements, est-ce qu'on conserve toutes ces voies-là dans tous les sens? Est-ce qu'on les réfléchit autrement? On questionnait globalement aussi potentiellement la pertinence de passer sur Canardière plutôt que peut-être que par une autre rue préalablement, peut-être comme la 5e, la 4e, là où elle a déjà passé le tramway. On comprend peut-être qu'il y a des enjeux de connexion de différents éléments de réseau, mais s'il y a déjà un détour naturel qui est envisagé plutôt que de passer par Canardière, si jamais on ferme la place Limoilloise, ben, peut-être privilégier déjà ce détour naturel-là, puis faire en sorte que l'habitude ne soit pas perdue, pas faire de rupture d'habitude. Est-ce que je résume bien? Parfait. Des éléments de ce qu'on aimait de la 4e étaient aussi des éléments de ce qu'on aimait moins du passage de la 3e. Donc, le fait, la 3e, ben, c'est une rue, on le dit, c'est une rue commerciale, c'est une rue où il y a beaucoup de passages. Donc, nécessairement, la présence c'est une rue qui est piétonnisée aussi souvent, qu'on aime aménager un peu comme un milieu de vie. Donc, on voyait un enjeu au fait d'aménager un corridor qu'on voudrait permanent, efficace, fiable, dans un endroit qu'on va piétonniser souvent, où on veut réduire la vitesse, où il y a des passages nécessairement avec des commerçants qui vont passer. Donc, on trouvait que c'était nuire à la vitalité commerciale de la rue et aussi à sa place en tant que milieu de vie où on fait des marchés publics le dimanche, où on veut piétonniser la rue, on fait des festivals. Donc, tant qu'à changer les habitudes aussi souvent que ça, généralement dans les grandes périodes d'affluence, puis à devoir faire des détours, aussi bien passer par un autre axe. Aménager vraiment une piste cyclable plus rapide, là, puis attirer un gros volume de cyclistes, ça peut être bien pour certains commerces, mais ça va nuire à d'autres parce qu'il y en a qui ne trouveront pas nécessairement leur compte. Donc, ça va impacter certains commerçants plus que d'autres. C'est sûr, un des éléments qui serait apprécié, effectivement, c'est une meilleure mise à niveau des infrastructures cyclistes. C'est peut-être un des points positifs qui est ressorti, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, puis qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un corridor vélocité pour cela. Je crois que ça fait le tour. Merci. Michel. Merci de votre. Il n'y a pas de souci. Merci de vous être porté volontaire là, pour le groupe. Alors, merci beaucoup. Alors, on serait rendu au groupe en ligne. Christina, est-ce que vous aviez un porte-parole? Ben, je vais faire, je n'ai pas trouvé de porte-parole, donc je vais résumer, mais je pense que j'ai trouvé le porte-parole parce que la personne avant a très bien résumé. Je le soupçonne d'avoir écouté aussi nos conversations en ligne parce que ça se rejoint beaucoup. Donc, sans répéter plein de points qui ont été amenés, je vais quand même aller assez rapidement. Donc, il y avait une préférence assez claire pour la 4e avenue, donc le scénario 1. Notamment, donc, les avantages, c'est la présence de l'école, bon, le fait que les aménagements pourraient réduire la vitesse, le trafic qui serait très, très, très bénéfique. Une grande opportunité de végétalisation également, donc qui est importante. Donc, pour les cyclistes jeunes, on avait également une jeune participante là, qui nous a fait part aussi de son vécu autour de l'école, puis le fait qu'elle pourrait traverser plus rapidement si la rue était moins large. Donc, voilà. Puis, désolée. Oui, mais en fait, le troisième, effectivement, c'est le fait que donc sur le troisième argument, c'est que ça serait un lien beaucoup plus rapide, plus direct, plus efficace. Donc, ça serait, ça favoriserait également, donc non seulement il est bénéfique pour les gens du quartier, parce que les gens qui étaient dans mon atelier, c'était beaucoup des personnes qui habitaient le quartier, mais on considère également que ça pourrait être profitable, ça pourrait être un bon, le lien
horaire privilégié également pour les gens qui habitent à l'extérieur parce que ça permet un transfert modal. Donc, même pour les gens qui habitent au nord, ben, c'est plus rapide, moins de conflits avec des activités commerciales. Donc, vraiment, on le voit comme une autoroute, alors que, donc, autoroute cycliste, si on veut, là, donc un lien qui peut être plus efficace, plus utilitaire. Également, on considère très important d'avoir des aménagements permanents et à l'année. Donc, ça serait bénéfique parce que les effets sur le rétrécissement de la chaussée et tout ça, bien, ça serait à l'année. Donc, ça serait très important. Puis, de plus, les aménagements temporaires, ben, c'est mieux que rien, mais c'est pas assez sécurisant, là, surtout pour les familles. Donc, les risques d'emportiérage et tout ça pour ce type ou de conflit à des virages. Donc, c'est sûr que le plus rapidement possible, on va vers des aménagements permanents, bien, le mieux ce serait. Donc, la seule chose, c'est que si on va pour la quatrième, puis c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui étaient partagées, il ne faudrait pas non plus oublier complètement la troisième. Donc, il y a deux personnes qui hésitaient, puis même pour la table de concertation vélo, on trouvait ça intéressant également d'avoir un lien cyclable sur la 3e avenue pour pouvoir faciliter l'accès en vélo au commerce. Donc, c'était la distinction entre, bon, la 3e avenue, c'est une destination, mais la 4e avenue, ben, c'est un axe utilitaire plus rapide, là. Donc, il faudrait quand même que ça soit bien connecté. Pas dans les inconvénients, dans les préoccupations qu'il faudrait travailler si on va quand même, si on va sur la 4e avenue, on mentionne également l'intersection 4e avenue Canardière qu'il faudrait sécuriser, là. Donc, ça, c'est vraiment peut-être évaluer s'il faut interdire le virage ou en tout cas clarifier la façon de traverser cette intersection, puis surtout la sécuriser. Donc, en ce qui est de la 3e, je vous disais, donc, il y avait cette préoccupation quand même de garder c'est important de garder un lien vélo vers cette destination importante. Donc, on rêve plutôt d'un style d'aménagement rue partagée donc, parce qu'il y a effectivement plusieurs fermetures de rue, c'est plus festif, donc c'est forcément plus lent, là. Donc, ça serait un peu l'inconvénient de la 3e avenue également. Les activités estivales risquent de réduire la possibilité d'avoir un lien rapide. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? N'hésitez pas. Donc, ben, c'est ça. L'idéal, ce serait d'avoir quelque chose d'améliorer les deux. C'était ça la conclusion. Donc, de 4e, mais de ne pas abandonner, d'apporter des améliorations également sur la 3e. Voilà. Merci. Donc, je pense que ça faisait le tour. Merci. Oui, il y a beaucoup de similitudes avec le groupe précédent, là. Bravo. Merci, Christina, de ton soutien, d'avoir essayé de prendre les notes. Il nous resterait une table. Alors, y avait-il quelqu'un qui avait été nommé comme porte-parole et qui voulait faire le... Merci beaucoup. Alors, on va vous entendre au micro. On va vous voir un petit peu, mais pas beaucoup, mais on va bien vous entendre au moins. Merci. C'est bon. Eh bien, je vais essayer de pas trop me répéter, mais grosso modo, c'est très similaire que ce que les deux autres groupes ont dit avant. Nous aussi, on penchait pour la 4e avenue pour plusieurs raisons. Un aspect vraiment important, c'est du point de vue de la sécurité. Sur la 4e, actuellement, c'est très large, ça roule très vite, c'est très dangereux, en fait, pour tout le monde. Les vélos, en fait, sont dans la chaussée, sont peu visibles. Les piétons ont de la misère à traverser les rues ou les avenues. Il y a des traverses piétons, mais sont aucunement respectées vu que les autos vont vite. En fait, justement, c'est très dangereux pour ça. Puis il y a justement une zone scolaire, donc ça, c'est problématique. Puis il y a aussi certains croisements, en fait, que c'est même très dangereux pour les autos. Moi, j'habite juste au coin de la 4 et la 16, puis en fait, il y a un accident à chaque quelques semaines, en fait. Donc, juste pour ça, en fait, ça viendrait sécuriser cet axe-là. Puis aussi, avoir le CVC sur la 4e viendrait éviter de rendre la 3e moins sécuritaire, dans le sens que si vous amenez beaucoup de vélos qui roulent très vite, il y a plus de chances d'avoir des conflits avec les piétons ou même avec d'autres vélos qui arrêteraient dans les commerces ou rembarquer dans la piste cyclable à des vitesses justement peu vite. Donc, ça vient un peu en conflit avec le but premier du CVC qui est d'aller assez vite d'un point A au point B avec le centre-ville.
Sinon, un deuxième point, ben là, en plus du CVC, que le but, c'est d'aller vite, ce serait justement la distinction un peu entre les deux pistes syllabes, c'est que la quatrième pourrait être justement d'un point de vue d'aller vite et la troisième plus une de plaisance, une pour aller dans les commerces. Donc, une peut amener du trafic dans l'autre. Donc, les gens qui sont un peu plus en banlieue peuvent aller rapidement à celle de la troisième pour aller faire des courses, tandis que quand ils veulent aller plus loin, ils vont pouvoir justement rester sur l'axe rapide. Donc, ça serait 2 points assez importants. Sinon, ben, le verdissement, c'est sûr que autant sur la troisième que sur la quatrième, je crois que ça serait apprécié par tout le monde qui va bénéficier d'arbres et de zones de verdure plus grandes. Mais je crois que la quatrième est encore plus pauvre en arbres à certains axes. Donc, ça viendrait un peu compenser à ce point-là. Et aussi, la troisième, justement, est déjà moins large, donc moins de... Comment on appelle ça déjà? D'îlots de chaleur, en fait, que la quatrième. Donc, ça viendrait vraiment plus jouer à ce niveau-là. Est-ce que j'ai dit, j'ai d'autres choses qui ne sont pas dites encore? Je crois que ça fait un topo. Est-ce que j'oublie le point? C'est tout, je crois. Merci. Merci. Hey, merci. On est vraiment chanceux. Merci beaucoup d'avoir pris les notes et tout ça. Puis en fait, tout ce que vous avez écrit, là, laissez ça là. On prend tout, on récupère tout. Aussi, il y a 2 personnes là, qui m'ont écrit là, dans l'outil de discussion. Je les prends en note aussi. Ça va faire partie des intrants. Il y a M. Caron là, qui voulait quand même rajouter quelque chose à Christina, là, ce que tu avais dit tout à l'heure, pour le scénario 1 qui n'avait pas été dit. Personne n'a nommé l'avantage d'un lien éventuel vers l'Est en croisant la future piste cyclable sur la Canardière dans l'option d'un tram vers Mézeray. Merci, M. Caron, c'est noté. Puis aussi, là, Anne, vous m'avez écrit, là, ça va faire partie des intrants là, qui vont être transmis à l'équipe. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à monsieur Lachance pour le mot de la fin et nous parler des prochaines étapes. Tout à fait. Donc, merci de votre participation. C'est des commentaires très pertinents pour Jérôme, Karine, David, qui continueront à travailler sur les plans plus clairs en termes d'aménagement. Donc, je vais vous dire que les prochaines étapes que je vais de noter à quelque part, c'est à la fin du PowerPoint. Printemps 2024, on poursuit l'analyse technique pour la réalisation du projet. On fait l'analyse des commentaires recueillis. On va faire l'annonce de l'axe retenu pour le tronçon 4. Donc, si le choix retenu est la 3e avenue, ça serait un aménagement pour 2025 dans les permanents. Si le choix de la 4e avenue est là pour 2024, on fait un projet évolutif dès cette année et donc qui sera transformé en projet permanent. Vous dire que de ce qu'on entend, il y a quand même une certaine forme de consensus pour la 4e avenue. Donc, c'est quand même bien noté. Il y avait aussi une préférence dans le sondage à cet effet-là. Donc, cet intrant-là est très bien noté au niveau des équipes. Jackie, est-ce que tu as un petit mot pour remercier les équipes qui ont participé à organiser la consultation? Et merci beaucoup pour tous. Je sais que c'est une grande réflexion, puis je pense que dans les Moilous, on a nos pistes cyclables beaucoup, puis ça fait jaser. Je sais qu'on parle beaucoup de 3e avenue, ça fait jaser, mais aussi le besoin est vraiment là pour la 4e avenue aussi. Donc, merci d'avoir pris le temps pour réfléchir les deux. Et merci à Christina en ligne et à Anne en personne pour l'animation ainsi qu'à la technique. Toujours impeccable et on vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de soirée. Merci. 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 Très bon. Wow, c'est même pas 10 ans. Merci, bonne soirée.